Pour cette nouvelle lecture, je vais lire un roman tiré d'une saga très connue, dirons-nous, autant en livre qu'en film. Et voici le très beau livre du Seigneur des Anneaux, La Fraternité de l'Anneau. Tome 1. J'aime beaucoup cet environnement qui représente fort bien le paysage qu'on retrouve tout au long des films. Le synopsis. Donc c'est quand même un bon livre, hein. Il me semble, 600 pages avec des illustrations à l'intérieur. Je regarde ça. Il y a environ 500 pages, un peu plus de 500 pages. Donc c'est un très bon pavé. Alors je vais lire le synopsis. Depuis sa publication en 1954-1955, le récit des aventures de Frodon et de ses compagnons traversant la terre du milieu au péril de leur vie pour détruire l'anneau forgé par Sauron a enchanté des dizaines de millions de lecteurs de tous les âges. Chef-d'œuvre de la fantaisie, découverte d'un monde imaginaire, de sa géographie, de son histoire et de ses langues, mais aussi réflexion sur le pouvoir et la mort. Le Seigneur des Anneaux est sans équivalent par sa puissance d'évocation, son souffle et son ampleur. Cette nouvelle traduction prend en compte la dernière version du texte anglais, les indications laissées par Tolkien à l'intention des traducteurs et les découvertes permises parmi les publications posthumes proposées par Christopher Tolkien. Ce volume contient 18 illustrations d'Alan Lee, entièrement renumérisées, d'une qualité inégalée, ainsi que de cartes en couleur de la terre du milieu et du comté. Je vais essayer de trouver une illustration. Voilà, par exemple celle-ci, qui est superbe. Je vais essayer d'approcher le livre et de bien montrer le dessin. J'aime beaucoup les illustrations liées au dessin dans les romans. Il y en a d'autres. Il faut lire le roman pour tout bien voir. Voilà. Et du coup, je me suis accompagnée d'un élément qui fait fort partie intégrante de l'univers du Seigneur des Anneaux. Puisqu'il s'agit de l'anneau, le vrai anneau avec des écritures elfiques, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra. Mais voilà, il est gravé. Je remercie ma nièce Alexia qui me l'a prêté, puisque c'est à elle. Ça peut faire un petit trigger. Voilà, donc c'est le précieux, l'objet de toute l'histoire du Seigneur des Anneaux. Cet anneau-là est dans l'histoire magique et il va être comment dirais-je,
Lecture du Seigneur des Anneaux, tome 1, la fraternité de l'anneau. Et l'anneau qui va nous accompagner avec sa magie, son fort pouvoir. Trois anneaux pour les rois des elfes sous le ciel, 7 aux seigneurs des nains dans leur salle de pierre, 9 aux hommes mortels voués à trépasser, un pour le seigneur sombre au trône de ténèbres, au pays de Mordor où s'étendent les ondes. Un anneau pour les dominer tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous, et dans les ténèbres les lier, au pays de Mordor où s'étendent les ombres. Ici, c'est des introductions. Le prologue qui explique l'histoire de l'auteur et son idée. On a une rétrospective du Seigneur des Anneaux. Il y a beaucoup d'explications. Je vais entamer la lecture à cette partie-là. Donc on a l'anneau qui semble la mort. Celui-ci. Livre premier. Une fête très attendue. Quand monsieur Bilbo Bessac de Cul-de-Sac annonça qu'il célébrerait bientôt son 11e et 1e anniversaire pour une fête d'une magnificence exceptionnelle, il y eut force incitations et rumeurs à Hobbiteville. Bilbo était très riche et très particulier.
et il y avait 60 ans que le comté s'étonnait de lui, depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient désormais une légende locale, et l'on croyait généralement, quoi qu'auraient pu dire les aînés, que la colline de cul-de-sac était criblée de tunnels bourrés de trésors. Et si cela ne suffisait pas à assurer sa notoriété, sa rigueur prolongée avait également de quoi surprendre. Le temps passait, mais semblait n'avoir que peu d'effet sur M. Bézac. À 90 ans, il en paraissait encore 50. À 99 ans, on commença à le qualifier de bien conservé. Mais inchangé eût été plus exact. Certains secouaient la tête et disaient que c'était trop beau pour être vrai. Il semblait injuste que quiconque puisse jouir d'une gênance perpétuelle à ce qu'il semblait, en même temps que d'une fortune inépuisable à ce qu'on disait. Il faudra en payer le prix, disait-on. Ce n'est pas naturel et les ennuis viendront. Mais jusque-là, les ennuis n'étaient pas venus. Et comme M. Bézac était prodigue de son argent, la plupart des gens lui pardonnaient volontiers ses excentricités et sa bonne fortune. Lui et sa parenté, sauf bien sûr les Bézac d'Escarcelles, se voyaient encore régulièrement, et il comptait de nombreux et fervents admirateurs parmi les hobbies de femmes pauvres et peu influentes. Mais il n'y eut aucun ami proche, jusqu'à ce que certains de ses jeunes cousins parviennent au seuil de l'âge adulte. L'aîné d'entre eux, et le favori de Bilbo, était le jeune Frodon Bézac. À 99 ans, Bilbo adopta Frodon comme héritier, l'amenant vivre avec lui à cul-de-sac. Alors les espoirs des Bézac d'Escarcelles furent définitivement anéantis. Bilbo et Frodon se trouvaient avoir le même anniversaire, le 22 septembre. Tu ferais mieux de venir habiter ici, Frodo, mon garçon, dit un jour Bilbo. Comme ça, on pourra célébrer nos anniversaires ensemble et à notre aise. À cette époque, Frodon était encore dans sa 20e naissance. Comme les hobbies appelaient l'irresponsable vingtaine, entre l'enfance et le début de l'âge adulte, à 33 ans. 2 années encore s'écoulèrent. Chaque année à cul-de-sac, les Bézac donnaient de doubles fêtes d'anniversaire très animées. Mais cette fois-ci, on avait laissé entendre que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour l'automne. Bilbo allait avoir 11 ans et un an. 111, un chiffre plutôt curieux, et un âge tout à fait respectable pour un hobby. Le vieux tout que lui n'avait même pas atteint que 130 ans. Frodo, quant à lui, allait en avoir 33. 33, un nombre important. La date de son passage à l'âge adulte. Les langues allèrent bon train à Hobbitville et à Bello, et la rumeur de l'événement à venir se répandit dans tout le comté. Les antécédents et le caractère de M. Bilbo Bézac redevinrent le sujet de conversation de l'heure, et les plus âgés virent soudain leur réminiscence vers l'objet d'une curiosité qu'ils voulurent bien satisfaire. Personne n'eut auditoire plus attentif que le vieux Aram Grammy, familièrement appelé l'ancêtre. Il haranguait au buisson de lierre, une petite auberge sur la route de Bello, et il parlait avec une certaine autorité, car il avait entretenu le cul-de-sac pendant 40 ans, après avoir assisté le vieux Hangman dans le même rôle. Maintenant que lui-même devenait vieux et s'ankylosait, ce travail revenait surtout à son plus jeune fils, Sam Gamgee. Père et fils étaient tous deux en très bons termes avec Bilbo et Frodo. Ils vivaient sur la colline, même au numéro 3 de la rue du Jet-Sac, jusqu'en bas du cul-de-sac.
C'est un véritable gentilhomme que Monsieur Bilbo. Un bon monsieur, avec une belle instruction, comme je l'ai toujours dit, déclara l'ancêtre. Ce qui était parfaitement vrai, car Bilbo était toujours très poli avec lui, l'appelait maître Hamfast, et ne cessait de faire appel à ses lumières pour la culture de légumes. En matière de racines, en particulier de pommes de terre, l'ancêtre était reconnu comme l'autorité première par tous les gens du voisinage, lui-même y compris. Et ce Frodon qui vit avec lui, demande le vieux nouquier de Belot. Il s'appelle Bessac, mais c'est plus qu'à moitié un Brandebook, à ce qu'on dit. Je vois pas pourquoi un Bessac de Hobbitville irait chercher épouse là-bas, dans le pays de Bouc, où les gens sont bizarres. Pas étonnant qu'ils soient bizarres, fit remarquer Pépère de Pied, le voisin immédiat de l'ancêtre. Vu qu'ils vivent du mauvais côté du fleuve Brindivin et à 2 pas de la vieille forêt. Cet endroit-là est malsain, et on se fie à la moitié de ce qu'on raconte. T'as raison, Pépé, dit l'ancêtre. Non que des Brandiboucs du pays de Bouc vivent dans la vieille forêt. Mais ce sont de drôles de moineaux à ce qu'il paraît. Ils s'amusent avec des bateaux sur cette grande rivière, et ça n'est pas naturel. Pas surprenant qu'il y ait eu des ennuis, que dis-je. Mais n'empêche, Monsieur Frodon est un jeune hobbit, tout ce qu'il y a de plus aimable. Il ressemble beaucoup à Monsieur Bilbo, et pas que d'apparence. Son père est un Bessac après tout. Un hobbit très respectable, que ce Monsieur Drogo Bessac. Très correct. Il a jamais tellement fait parler de lui, jusqu'au jour où il s'est nayé. Nayé, firent plusieurs fois. Ce n'était pas la première fois, bien entendu, qu'ils s'entendaient parler de cette histoire, ni d'autres rumeurs plus sombres encore. Mais les hobbits sont des passionnés d'histoire familiale, et ils étaient prêts à l'entendre encore. Eh bien, c'est ce qu'on raconte, dit l'ancêtre. Voyez-vous, Monsieur Drogo, il a épousé cette pauvre mademoiselle Primula Brandebook. C'était la cousine germaine de notre Monsieur Bilbo, du côté maternel. Sa mère étant la plus jeune des filles du vieux Touk. Et Monsieur Drogon était son cousin issu de Germain. Donc Monsieur Frodon est son cousin Germain et issu de Germain, éloigné au premier degré des deux côtés, comme on dit, si vous me suivez. Et Monsieur Drogon séjournait à Castelbrandy en compagnie de son beau-père, le vieux maître Corbadoc, comme il en avait pris l'habitude après s'être marié, vu qu'il aimait bien faire ripaille, la dame du vieux Cordapoc étant plus jeune, étant plus garnie, pardon. Et il est allé pagayer sur le fleuve Brandivin, et lui et sa femme se sont nayés avec ce pauvre Monsieur Frodon, encore enfant et tout. J'ai entendu dire qu'ils sont allés sur l'eau après le dîner, au clair de lune, dit le vieux nouquier, et que le bateau a coulé à cause de Drogo, était trop lourd. Et moi, j'ai entendu dire qu'il l'a poussé dans l'eau, et qu'il l'a entraîné avec lui, dit Sablonnier, le meunier de Hobbitville. Tu devrais pas écouter tout ce que t'entends, Sablonnier, dit l'ancêtre, qui n'aimait pas tellement le meunier. Il n'y a pas de raison d'aller raconter des choses pareilles. Ces bateaux-là sont déjà bien assez traîtres pour qu'ils restent assis tranquillement, sans avoir à chercher plus loin la cause des ennuis. Alors bon, il y avait ce Monsieur Frodon qui était orphelin, laissé en rade, si je puis dire, chez ces étrangers beaucoup, et ayant grandi à Castelbrandy comme de bien entendu. Une vraie taupinière à ce qu'on raconte. Le vieux maître Corbadoc avait toujours au moins 200 de ses parents là-bas avec lui. Monsieur Bilbo s'est jamais montré plus charitable qu'en permettant à ce garçon de venir vivre chez des gens corrects. Mais ça a dû être un sacré choc pour ces Bessac d'Escarcelle. Ils pensaient qu'ils allaient hériter du cul-de-sac.
revient et les renvoie chez eux. Et ils continuent à vivre indéfiniment, sans jamais prendre une ride, béni soit-il. Et vois-tu pas qu'il se trouve un héritier et fait faire tous les papiers bien comme il faut. Parti comme c'est, les Bessac d'Escarcelles verront jamais l'intérieur de cul-de-sac. Du moins, c'est à espérer. J'ai ouï dire qu'il y a un joli magot caché là-haut, dit un étranger, un visiteur, venu pour affaire de grandes creusées dans le quartier ouest. Tout le sommet de votre colline serait criblé de tunnels, avec des coffres remplis d'or, d'argent et de joyaux, à ce que j'ai entendu dire. Vous en avez entendu plus que ce que je n'en sais, répondit l'ancêtre. Jamais qu'on m'a parlé de joyaux. Monsieur Bilbo dépense son argent sans compter et ne semble pas en manquer. Mais j'ai pas connaissance qu'il y ait eu des tunnels de creusés. J'ai vu Monsieur Bilbo quand il est revenu il y a à peu près 60 ans de ça, dans mon jeune temps. Ça faisait pas longtemps que j'étais l'apprenti du vieux Holman, lui qui était le cousin de mon père. Mais il m'a emmené à cul-de-sac pour que je l'aide à empêcher les gens de piétiner le jardin, tout partout, pendant qu'il y avait la vente. Et voit-il pas que Monsieur Bilbo, qui arrive au beau milieu de tout ça, grimpant la colline avec un poney et des énormes sacs, et un ou deux coffres. Sans doute qu'ils étaient remplis de trésors dénichés à l'étranger, où il y a des montagnes d'or à ce qu'on dit, sauf qu'il n'y en a pas assez pour remplir des tunnels. Mais mon gars Sam pourrait vous en dire plus long à propos de cul-de-sac. Il n'arrête pas d'y aller et venir. Il est fou des histoires de l'ancien temps. Je vous dis pas, mais il écoute tout ce que Monsieur Bilbo lui raconte. C'est Monsieur Bilbo qui lui a appris ces lettres, sans penser à mal, remarquez. Et j'espère qu'aucun mal en sortira. Des elfes et des dragons, que lui dit. Des choux et des pommes de terre, voilà ce qui vaut mieux pour toi et moi. Va pas te mêler aux affaires de gens meilleurs que toi, ou tu vas t'attirer des ennuis trop gros pour toi, que lui dis-je. Et je pourrais le dire à d'autres, ajouta-t-il avec un regard à l'étranger et au meunier. Mais l'ancêtre ne convainquit pas son auditoire. La légende des richesses de Bilbo était désormais trop solidement ancrée dans l'esprit de la jeune génération de hobbits. Oh, mais il se doute bien qu'il continue d'ajouter à ce qu'il rapporte la première fois, soutint le meunier, exprimant ainsi l'opinion commune. Il s'absente souvent de chez lui, et voyez tous ces gens qui lui rendent visite et qui sont pas ici. Des nains qui arrivent en plein milieu de la nuit, et ce vieux vagabond d'illusionniste Gandalf, et tout ça. Tu peux bien dire ce que tu veux, l'ancêtre, mais cul-de-sac est un endroit bizarre, et ses habitants sont encore plus bizarres. Et toi, Sablionnet, tu peux bien parler sans que tu veux, quand même il s'agit de choses à quoi tu connais rien de plus qu'au bateau, répliqua l'ancêtre, que le meunier a cassé encore plus qu'à l'habitude. Si c'est ça, être bizarre, alors un peu plus de bizarrerie ne ferait pas de tort par ici. J'en connais un ou deux qui paieraient pas une bière à un ami. Quand même, ils vivraient dans des trous aux murs d'or. Et on fait les choses comme il faut, à cul-de-sac. Notre Sam dit que tout le monde va être invité à la fête. Et il y aura des cadeaux, remarquez, des cadeaux pour tous. Pas plus tard que ce mois-ci. Ce mois-là était un mois de septembre, et on n'aurait pas pu en souhaiter de plus beau. Un ou deux jours plus tard se répandit une rumeur, sans doute lancée par ce Sam qui semblait tout savoir, comme quoi il y aurait un feu d'artifice. Un feu d'artifice qui plus est, comme on n'avait pas vu dans le comté depuis quasiment un siècle. Pas depuis la mort du vieux Touk, en fait. Les jours passaient et le jour approchait. Un chariot d'aspect étrange, chargé de paquets d'aspect non moins étrange, arriva un soir à Hobbit-de-Ville et gravit lentement la colline jusqu'à cul-de-sac. Les hobbits stupéfaits entrebâillèrent leurs portes éclairées de lampes pour y jeter des regards ahuris.
Il était conduit par de drôles de gens qui chantaient des chansons étranges, des mains aux longues barbes et aux grands capuchons. Pardon, des nains aux longues barbes et aux grands capuchons. Quelques-uns restèrent à cul-de-sac à la fin de la 2e semaine de septembre. Une charrette arrivée par la route du pont de Brindivin traversa Belot en plein jour. Un vieillard la conduisait tout seul. Il portait un grand chapeau bleu et pointu, une longue cape grise et un foulard argent. Il avait une longue barbe blanche et des sourcils broussailleux qui dépassaient en bordure de son chapeau. De jeunes lobbies se lancèrent à ses trousses, suivant la charrette à travers tout Aubyville et jusqu'en haut de la colline. Elle transportait un chargement de feux d'artifice, comme ils le devinèrent. Parvenu à la porte d'entrée de Bilbo, le vieillard commença à décharger sa charrette. Il y avait de gros paquets de feux d'artifice de toutes sortes et de formes différentes, tous marqués d'un grand G, rouge et de la rune elfique. C'était le signe de Gandalf, bien entendu. Et le vieillard n'était autre que Gandalf le magicien, dont la renommée dans le comté tenait surtout à son habile maniement de feu, de la fumée et de la lumière. Ses vraies affaires étaient beaucoup plus délicates et dangereuses. Mais les gens du comté n'en savaient rien. Pour eux, il n'était qu'une nombreuse attraction qui les attendait à la fête. D'où l'excitation qu'il suscita chez les jeunes hobbits. J'ai comme géant, crièrent-ils, et le vieillard leur sourit. Ils le connaissaient de vue, même s'il venait à Aubyville qu'à l'occasion, et ne restait jamais très longtemps. Mais ni eux, ni aucun de leurs aînés, hormis les plus vieux, n'avaient jamais assisté à l'un de ces feux d'artifice. Ils faisaient désormais partie d'un passé légendaire. Quand le vieillard eut terminé de décharger ses affaires, avec l'aide de Bilbo et de quelques nains, Bilbo distribua des pièces de monnaie, mais aucun pétard ou diabotin ne devait apparaître, à la grande déception des curieux. « Sauvez-vous, maintenant !» dit Gandalf. « Vous en verrez de toutes les couleurs le moment venu. » Puis il disparut à l'intérieur avec Bilbo et la porte se referma. Les jeunes hobbits restèrent quelque temps fixés dessus, en vain, puis s'enfuirent avec le sentiment que le jour de la fête ne viendrait jamais. À l'intérieur, Bilbo et Gandalf s'étaient installés à la fenêtre ouverte d'une petite pièce qui avait vue sur le jardin du côté ouest. L'après-midi clair et paisible touchait à sa fin. Les fleurs flamboyaient, rouges et or, gueules de loup et tournesol, capucines grimpées au mur gazonné, et jetant un coup d'œil à travers les fenêtres rondes. « Votre jardin est si lumineux ?» dit Gandalf. « Oui, » dit Obi. « J'y suis vraiment très attachée, comme à tout ce que ce cher vieux comté. Mais je crois que j'ai besoin de vacances. J'en conclus que vous êtes décidé à suivre notre plan. En effet, ma décision est prise depuis des mois, et je n'ai pas changé d'idée. Très bien, inutile d'ajouter quoi que ce soit. Tenez-vous-en à votre plan dans son intégralité. J'entends. Et espérons que tout finira bien pour vous comme pour nous tous. Je l'espère. En tout cas, j'ai bien l'intention de m'amuser ce jeudi et de faire ma petite plaisanterie. Qui rira, je me le demande, dit Gandalf secouant la tête. On verra, dit Bilbo. Le lendemain, d'autres charrettes gravirent la colline, puis d'autres encore. On aurait pu rouspéter qu'il était préférable d'encourager les commerçants du coin. Mais les commandes se mirent à affluer cette semaine-là en provenance de cul-de-sac, pour toute denrée ou tout produit de base ou de luxe qui pouvait se trouver à Aubyville, à Belot et partout ailleurs dans le voisinage. Les gens commencèrent à s'enthousiasmer, et ils se mirent à cocher les jours sur le calendrier, guettant l'arrivée du facteur dans l'espoir de recevoir des invitations. Celles-ci ne tardèrent pas à affluer à leur tour, paralysant la poste de Aubyville
en submergeant celle de velours. Et il fallut faire appel à des bénévoles pour servir de facteurs surnuméraires. Ils gravissaient la colline en un flot constant, acheminant des centaines de variations polies sur le thème de « Merci, je viendrai certainement ». Un écriteau fit son apparition au portillon de cul-de-sac. Accès interdit sauf pour affaires en lien avec la fête. Même ceux qui avaient ou prétendaient avoir affaire avec la fête étaient rarement admis. Bilbo était trop occupé à écrire des invitations, à cocher les présences, à emballer des cadeaux et à faire certains préparatifs personnels. Depuis l'arrivée de Gandalf, on ne l'avait plus revu. Les hobbits se réveillèrent un matin pour s'apercevoir que le vaste champ, au sud de l'entrée du cul-de-sac, était recouvert de cordes et de mâts destinés aux dents et aux pavillons. Une entrée spéciale fut excavée dans le talus au bord de la route. Et l'on y construisit de longues marches ainsi qu'une grande porte blanche. Les 3 familles hobbits de la rue de Jedsac, adjacente au champ, furent vivement intéressées et universellement enviées. L'ancêtre Gamgee cessa même de faire semblant de travailler dans son jardin. La lecture va s'achever ici pour le tome 1. J'espère que cette lecture vous a relaxé. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, je vous incite à la lire, ainsi qu'à regarder les films, qui sont une belle évasion dans le monde de fantasy.